Salle d'autopsie numéro 4 par Stephen King. Il fait si noir que pendant un moment, combien de temps exactement, je ne sais pas, je crois être encore inconscient. Puis lentement, je comprends qu'un inconscient n'éprouve pas la sensation de se déplacer dans l'obscurité, accompagné d'un faible bruit rythmé qui ne peut être que celui d'une roue grinçante. Et je sens un contact du sommet du crâne jusqu'au talon. Je sens aussi une odeur qui pourrait être celle du caoutchouc ou du vinyle. Ce n'est pas l'inconscience. Il y a quelque chose de trop rationnel dans ces sensations pour que ce soit un rêve. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et qui suis-je? La roue grinçante cesse son rythme et ne bouge plus. Autour de moi, il y a un crépitement de matériaux tissant le caoutchouc. Puis, une voix. Lequel, ils ont dit 4, je crois. Oui, c'est ça, 4. On recommence à bouger. Mais plus lentement, maintenant, j'entends aussi le frottement léger de pas. Probablement des chaussures à semelles souples, peut-être des baskets. Les propriétaires des voies sont les propriétaires des chaussures. Ils m'arrêtent de nouveau. Un bruit sourd suivi d'un léger pchit. C'est, je crois, le bruit d'une porte à charnière pneumatique qu'on ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Je hurle, mais ce hurlement n'existe que dans ma tête. Mes lèvres ne bougent pas. Je les sens, et je sens ma langue posée au fond de ma bouche comme une taupe sonnée, mais je ne peux pas les remuer. La chose sur laquelle je suis posé se remet à rouler. Un lit mobile? Oui, un brancard, autrement dit. J'ai déjà eu affaire à ça il y a longtemps, dans la sale petite aventure asiatique de Lyndon Johnson. Je comprends que je suis dans un hôpital, que quelque chose de grave m'est arrivé, quelque chose comme l'explosion qui a failli me châtrer il y a 23 ans, et qu'on va m'opérer. Cette idée apporte pas mal de réponses, des réponses sensées pour l'essentiel, mais je n'émane nulle part. À part le petit détail d'être mort de peur, je me sens très bien. Et si ce sont des brancardiers qui me poussent vers une salle d'opération, pourquoi est-ce que je ne vois rien? Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler? Une troisième voix fait son apparition. Par ici, les gars. Mon lit roulant est poussé dans une nouvelle direction. Et la question qui tambourine dans ma tête est: dans quel genre de merde me suis-je encore fourré? Ça dépend pas de qui tu es, me demandai-je, mais ça au moins je constate que je le sais. Je suis Howard Cottrell, courtier en bourse, connu de certains collègues sous le nom de Howard le Conquérant. Vous êtes très en beauté aujourd'hui, docteur. C'est toujours agréable d'être validé par vous, Rusty. Vous pourriez vous dépêcher un peu? La babysitter m'attend pour 7 heures. Elle a dîné chez ses parents. Pour 7 heures. 7 heures, c'est encore l'après-midi peut-être, ou le début de soirée. Mais ici c'est noir comme dans un chapeau. Noir comme le trou du cul d'une marmotte. Noir comme minuit en Perse. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je n'étais pas en train d'être au téléphone? Parce que c'est samedi, murmure une voix venue de très loin. Et tu étais... Oh, ça me revient maintenant. Ce bruit. Un bruit que j'adore. Un bruit pour lequel je vis. Le bruit de quoi? Une tête de club de golf, bien sûr, qui frappe une balle sur le tee. Je suis debout, je la regarde partir dans le bleu, et je suis saisi, aux épaules et aux mollets, et soulevé. Ça me terrifie, j'essaye de hurler, aucun son ne sort, ou alors peut-être un petit couinement, minuscule, bien plus petit que celui de la roue sous moi. Même pas, probablement. Je suis balancé dans l'air, enveloppé de noir. Hé, me lâchez pas, j'ai un mauvais dos, j'essaie de dire. Et là encore, mes lèvres et mes dents ne bougent pas. Ma langue continue de gésir au fond de ma bouche. La taupe peut être pas seulement sonnée, mais morte. Et une pensée horrible me frappe, propulsant la peur au bord de la panique. Et s'il me repose mal?
et que ma langue glisse en arrière et me bouche la trachée. Je ne pourrai plus respirer. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un a avalé sa langue. Celui-là, vous allez l'aimer, docteur. Il ressemble à Michael Bolton. C'est qui ça? Un chanteur blanc de lounge qui veut être noir. Je crois pas que ce soit lui. Il rit. La voix féminine se joint au rire, quoique un peu prudemment, et tandis qu'on me pose sur ce qui ressemble à une table rembourrée, Rusty se remet à sortir une nouvelle vanne. On dirait qu'il a tout un numéro de stand-up. Je n'entends plus la suite. Une brusque bouffée d'horreur me submerge. Ma langue peut m'étouffer. D'accord, mais... Et si je ne respire même pas, là, maintenant? Et si j'étais... mort? Est-ce que c'est ça, la mort? Ça colle. Ça colle à tout, avec l'ajustement atroce et prophylactique d'un préservatif, le noir, l'odeur de caoutchouc. Aujourd'hui, je suis Howard le Conquérant, courtier en bourse extraordinaire, terreur du Derry Municipal Country Club, habitué assidu de ce qu'on appelle partout dans le monde le 19e trou. Mais en 71, je faisais partie d'une équipe d'assistance médicale dans le delta du Mekong. Un gamin terrorisé qui se réveillait parfois les yeux mouillés après avoir rêvé du chien de famille. Mais soudain, je connais cette sensation, cette odeur. Je comprends maintenant. Je suis dans un sac mortuaire. Vous voulez signer, docteur? N'appuyez pas trop fort, il y a 3 exemplaires. Le bruit d'un stylo qui gratte le papier. J'imagine le propriétaire de la première voix tendant un clipboard à la docteure. Ah, par pitié, ne faites que je ne sois pas mort. J'essaie de hurler, rien ne sort. Je respire pourtant, non? Enfin, je ne me sens pas respirer. Mais mes poumons ont l'air d'aller bien, ils ne palpitent pas, ils ne hurlent pas après l'air comme ils le font quand on a nagé trop loin sous l'eau, donc... Ça va, non? Sauf si tu es mort, murmure la voix grave. Ils ne hurleraient pas après l'air, pas vrai? Non, parce que des poumons morts n'ont pas besoin de respirer. Des poumons morts peuvent juste se reposer. Vous faites quoi samedi prochain, docteur? Mais si je suis mort, comment est-ce que je peux sentir? Comment est-ce que je peux sentir l'odeur du sac? Comment est-ce que je peux entendre ces voix, la docteure disant maintenant que samedi prochain elle va shampouiner son chien, qui s'appelle Rusty, quelle coïncidence, et les entendre se marrer tous. Si je suis mort, pourquoi est-ce que je ne suis pas parti, ou dans la lumière blanche comme il parle toujours chez Oprah? Il y a un bruit sec de déchirure et d'un coup, je suis dans la lumière blanche. Elle m'aveugle comme le soleil qui traverse un voile de nuages un jour d'hiver. J'essaie de plisser les yeux, de fermer les paupières, mais rien ne se passe. Mes paupières sont comme des stores dont le mécanisme serait cassé. Un visage se penche au-dessus de moi, masquant une partie de l'éblouissement qui ne vient pas d'un plan astral éblouissant, mais bien d'une rangée de néons au plafond. Le visage appartient à un jeune homme d'environ 25 ans. Beau d'une beauté conventionnelle, il ressemble à un de ces beaux gosses de Baywatch ou de Melrose Place. Un peu plus intelligent, ceci dit. Il a beaucoup de cheveux, noirs, sous une charlotte verte de blocs portée négligemment. Il porte aussi la tunique. Ses yeux sont d'un bleu cobalt, le genre d'yeux pour lesquels, paraît-il, les filles peuvent mourir. Des taches de rousseur dessinent de petites virgules poussiéreuses haut sur ses pommettes. Eh mince. Ce type ressemble vraiment à Michael Bolton. Un peu long de là-dedans, peut-être. Il se penche davantage. Un des rubans plats qui attache sa tunique au cou me chatouille le front. Mais... ouais, je peux voir la ressemblance. Eh, Michael, chante-nous un truc. Aidez-moi. C'est ce que j'essaie de chanter. Mais je ne peux que le fixer de mon regard figé, de mort, et me demander si je suis mort. Si c'est comme ça que ça se passe, si tout le monde traverse ça après l'arrêt de la pompe. Si je suis encore en vie, pourquoi n'a-t-il pas vu mes pupilles se contracter quand la lumière m'a frappé? Mais je connais la réponse. Enfin, je crois. Elles ne se sont pas contractées. Voilà pourquoi l'éblouissement des néons est si douloureux.
le ruban qui chatouille mon front comme une plume. Aidez-moi. Je hurle en silence vers le beau gosse, qui est sûrement interne ou juste un petit con en médecine. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mes lèvres ne frémissent même pas. Un autre visage se penche alors dans mon champ de vision, une tunique blanche au-dessus d'une énorme tignasse rousse en bataille au-dessus. QI de solde de liquidation, c'est ma première impression. Ce ne peut être que Rusty. Il aborde un large sourire idiot, un sourire de lycéen. Le sourire d'un type qui devrait avoir un tatouage né pour faire sauter des soutifs sur un biceps flasque. Michael, bon sang, t'as une sacrée gueule. C'est un honneur. Chante pour nous, mon grand. Chante à en crever. Arrête ça tout de suite, Rusty. Bon, d'accord, Mike. C'est quoi l'histoire? La voix de Mike est la première, le partenaire de Rusty. Il a l'air un peu gêné de bosser avec un type qui veut devenir Bobcat Goldwave quand il sera grand. On l'a trouvé au 14e trou du Derry, Millie. Enfin, dans le rough, en fait. S'il venait pas juste de laisser passer le quatuor derrière lui, et s'ils n'avaient pas vu une de ses jambes dépasser des fourrés, il serait devenu une fourmilière. J'entends de nouveau le son du club de golf dans ma tête. Mais cette fois suivi d'un autre, bien moins agréable. Le froissement des broussailles quand je balais avec la tête de mon driver. Ce serait forcément le 14e, là où il est censé y avoir du sumac vénéneux. Du sumac? Et... Rusty me fixe toujours, stupide et avide. Ce n'est pas la mort qui l'intéresse, c'est ma ressemblance avec Michael Bolton. Oh, je connais la blague. Je ne me suis pas privé de l'utiliser avec certaines clientes. Sinon, ça devient vite lassant. Et dans ces circonstances-là, mon Dieu. Le médecin ayant constaté le décès, c'était Kazalian? Non, répondit Mike. Et pendant une seconde, il baisse les yeux vers moi. Plus vieux que Rusty d'une dizaine d'années, cheveux noirs striés de gris, des lunettes. Comment aucun de ces enfoirés ne voit que je suis pas mort? Il y avait un médecin dans le quatuor qui l'a trouvé. C'est sa signature, page 1, là, tu vois? Oh, bon sang. Jennings? Je le connais, il a fait la visite médicale de Noé après l'échouage de l'arche sur le mont Ararat. Rusty n'avait pas l'air de piger la blague, mais il braille de rire quand même, directement dans mon visage. Je sens une odeur d'oignon sur son haleine, un reste de déjeuner. Et si je peux sentir l'oignon, alors ça veut dire que je dois respirer. Je ne peux que respirer, pas vrai? Si seulement... Avant que je puisse finir cette pensée, Rusty se penche encore plus près et une bouffée d'espoir me submerge. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose et il va me faire du bouche à bouche. Oh, Rusty, Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse votre haleine à l'oignon. Mais son sourire idiot ne change pas. Et au lieu de poser sa bouche sur la mienne, sa main glisse autour de ma mâchoire. Il est vivant. Il est vivant et il va chanter pour le fan club Michael Bolton de la salle 4. Ses doigts pincent, plus fort. Ça fait mal, d'une douleur lointaine comme à la sortie d'une anesthésie dentaire. Et il commence à me remuer la mâchoire de haut en bas, faisant claquer mes dents. If she's bad, he can see it. Chante Rusty d'une voix hideuse. Il ferait probablement exploser la tête de Percy Sledge. She can do no wrong. Mes dents s'ouvrent et se ferment sous la pression brutale de sa main. Ma langue monte et retombe comme un chien mort flottant à la surface d'un waterbed agité. Rusty, arrête ça. Arrête ça. Elle a l'air sincèrement choquée. Rusty, sentant peut-être le vent tourner, ne s'arrête pas mais continue avec jubilation. Ses doigts me pincent maintenant les joues. Mes yeux figés fixent le plafond. If she turns his back on his friend... Ah! Alors elle est là. Une femme en blouse verte, la charlotte nouée autour du cou et pendant dans son dos comme le sombrero du Cisco Kid. Cheveux courts châtains rejetés en arrière. Jolie, mais sévère. Plus belle que jolie. Elle attrape Rusty d'une main aux ongles courts et le tire en arrière. Enfin, mais lâchez-moi.
Alors vous, lâchez-le. J'en ai assez de votre humour de deuxième année, Rusty. Et la prochaine fois que vous recommencez, je vous dénonce. Et du calme, du calme. Mettons un couvercle là-dessus, d'accord? Le beau gosse version alerte à Malibu était intervenu. Il avait l'air inquiet, comme s'il s'attendait à ce que Rusty et sa patronne se mettent à se battre ici et maintenant. Et pourquoi elle me fait chier comme ça? Gémit Rusty, toujours indigné, mais déjà en train de chouiner. Puis vers elle. Pourquoi tu fais ta chieuse? T'as tes règles ou quoi? Sortez-le d'ici et signez le registre. Allez, Rusty, on y va. Ouais, prendre l'air. Leur pas s'éloigne, grinçant vers la porte. Rusty vexé, grommelant qu'elle devrait porter une bague d'humeur ou un truc du genre pour prévenir les gens. Les chaussures souples crissent sur le carrelage, puis ce bruit est remplacé par celui de mon driver fouillant les buissons pour retrouver cette putain de balle. Où est-elle passée? Elle n'était pas allée bien loin, j'en suis sûr, alors où est-elle? Ah, je déteste ce 14e trou. Soi-disant qu'il y a du sumac vénéneux et avec toutes ces broussailles, il pourrait très bien y avoir... Et... Attends, mais... Quelque chose m'a mordu, non? Oui, j'en suis presque sûr, au mollet gauche, juste au-dessus du bord de ma chaussette de sport blanche. Une douleur brûlante comme une aiguille à repriser chauffée à blanc. Parfaitement concentrée d'abord, puis qui s'est étalée. Et puis le noir jusqu'au brancard, refermé bien serré dans un sac mortuaire, et les voix de Mike et Rusty. Je veux croire que ce n'était qu'un serpent, une sorte de serpent, mais peut-être que j'y pensais déjà pendant que je cherchais ma balle. Ça aurait pu être un insecte. Je ne me souviens que de cette seule ligne de douleur. Et après tout, qu'est-ce que ça change? Ce qui compte, c'est que je suis vivant et qu'ils ne le savent pas. C'est incroyable, mais ils ne le savent pas. Bien sûr, j'ai eu de la malchance. Je connais le docteur Jennings. Je me souviens lui avoir parlé pendant que je l'ai dépassé avec son quatuor au 11e trou. Un type sympa, mais vague. Un fossile. Et le fossile m'avait déclaré mort. Puis Rusty, avec ses yeux verts idiots et son sourire de retenue scolaire, m'avait déclaré mort. La docteure, mademoiselle Siskoki, ne m'avait même pas vraiment regardé. Mais peut-être quand elle le ferait. Je déteste ce crétin. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des crétins, Peter? Maintenant, nous ne sommes plus que 3. Enfin, bien sûr, mademoiselle Siskoki croit qu'ils ne sont plus que 2. J'en sais rien. Mais Rusty est un cas à part, même dans les annales des crétins célèbres. Mort cérébrale ambulante. Elle émet un petit rire, et quelque chose clanque. Le cliquetis est suivi d'un bruit qui me terrifie. Les instruments en acier qui s'entrechoquent. Ils sont à ma gauche, et même si je ne peux pas les voir, je sais ce qu'ils s'apprêtent à faire. L'autopsie. Ils vont m'ouvrir. Ils s'apprêtent à m'ouvrir. Ils ont l'intention d'extraire le cœur de Howard Cottrell pour voir s'il a serré un piston ou cassé une bielle. Ma jambe. Regardez ma jambe gauche. C'est là que ça va mal, pas à mon cœur. Peut-être que mes yeux se sont habitués finalement. Tout en haut de mon champ de vision, j'aperçois maintenant une armature en acier inoxydable. On dirait un énorme appareil dentaire. Sauf que ce qu'il y a au bout n'est pas une fraise, c'est une scie. De quelque part très loin, là où le cerveau stocke les informations dont on a besoin que si on passe à qui veut gagner des millions à la télévision, le nom me revient même. Une scie de Gigli. On s'en sert pour découper le sommet du crâne. Après avoir arraché le visage comme un masque d'Halloween pour enfants, bien sûr, cheveux compris. Ensuite, on sort le cerveau. De nouveau, une série de bruits métalliques qui s'entrechoquent. Et un si fort que je bondirais si j'en étais capable. Tu veux faire l'incision péricardique? Tu veux que ce soit moi? Docteur Sisko, d'un ton agréable, comme quelqu'un qui accorde à la fois une faveur et une responsabilité. Oui, je pense, oui. D'accord. Tu m'assisteras? Ton copilote fidèle, répondit-elle en riant. Elle ponctue son rire du bruit d'un ciseau qui coupe l'air. La panique
bat et papillonne maintenant dans mon crâne, comme une nuée d'étourneaux enfermés dans un grenier. Le Vietnam, c'était il y a longtemps, mais j'y ai vu une demi-douzaine d'autopsies de terrain, ce que les médecins appelaient des post-mortem de foire, et je sais exactement ce que Cisco et Pancho s'apprêtent à faire. Les ciseaux ont de longues lames très affûtées et de larges anneaux pour les doigts. Il faut quand même de la force pour les utiliser. La lame inférieure glisse dans le ventre comme dans du beurre, puis snip, à travers le faisceau de nerfs du plexus solaire, dans le réseau de muscles et de tendons secs comme du bœuf séché au-dessus. Puis dans le sternum. Quand les lames se referment cette fois-là, elles le font avec un crunch lourd. L'os se sépare et la cage thoracique s'ouvrant comme deux barils liés par de la ficelle. Ensuite, encore plus haut, avec ces ciseaux qui ressemblent terriblement à des cisailles à volaille de boucher. Os fendus, muscles cisaillés, poumons libérés, et cap sur la trachée, transformant Howard le Conquérant en dinde de Thanksgiving que personne ne mangera. Un gémissement aigu et agaçant. On dirait une perceuse de dentiste. Je peux? Non, non, cela et cela. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas me découper, je peux le sentir. Et pourquoi cela? Parce que c'est comme ça que je le veux. Écoute, Peter, quand tu seras à ton compte, tu feras ce que tu veux. Mais dans la salle d'autopsie de Katie Harlan, on commence par les cisailles péricardiques. Salle d'autopsie. Voilà, c'est dit. J'aimerais être couvert de chair de poule, mais bien sûr, rien ne se passe. Ma peau reste lisse. Souviens-toi, n'importe quel imbécile peut apprendre à utiliser une machine à traire, mais la procédure manuelle reste la meilleure. Il y a quelque chose de vaguement suggestif dans son ton. D'accord? D'accord. Ils vont le faire. Je dois produire un son, un mouvement, n'importe quoi, où ils vont vraiment le faire. Si le sang s'écoule ou jaillit au premier coup de ciseau, ils sauront que quelque chose cloche. Mais à ce moment-là, ce sera probablement trop tard. Le premier snip crunch aura déjà eu lieu. Mes côtes reposeront contre le haut de mes bras. Mon cœur battra à tout rompre sous les néons, dans son sac luisant de sang. Je concentre tout sur ma poitrine. Je pousse ou j'essaye. Et quelque chose se passe. Un son. Je fais un son. Il est surtout à l'intérieur de ma bouche fermée. Mais je l'entends. Et je le sens aussi dans mon nez. Un bourdonnement. Un bourdonnement grave. En me concentrant, en mobilisant chaque parcelle d'effort, je recommence. Et cette fois, le son est un peu plus fort, s'échappant par mes narines, comme de la fumée de cigarette. Ça m'a fait penser à une vieille émission télé d'Alfred Hitchcock que j'ai vue il y a très longtemps, où Joseph Cotten, paralysé après un accident de voiture, réussissait enfin à faire comprendre qu'il était vivant en laissant couler une seule larme. Et au minimum, ce minuscule gémissement de moustique m'a prouvé à moi-même que je suis vivant, que je ne suis pas un petit esprit coincé dans l'effigie d'argile de mon propre cadavre. En concentrant toute mon attention, je sens l'air glisser par mon nez et descendre dans ma gorge, remplaçant celui que je viens d'expulser. Puis je le renvoie, travaillant plus dur que je n'ai jamais travaillé de ma vie, plus dur que pendant les étés passés à la Lane Construction Company quand j'étais adolescent, parce que maintenant je travaille pour vivre et ils doivent m'entendre. Et, mon Dieu, ils doivent m'entendre. Tu veux un peu de musique? J'ai Mary Stewart, Tony Bennett. Oh! Il émet un son désespéré. Je l'entends à peine et je ne saisis pas tout de suite ce qu'elle dit, ce qui est sans doute une bénédiction. D'accord, d'accord. J'ai aussi les Rolling Stones. Toi? Toi, tu écoutes les Rolling Stones? Oui, moi, je suis pas aussi coincé que j'en ai l'air, Peter. Écoutez-moi. Arrêtez de jacasser comme des pies et écoutez-moi. Je sens plus d'air descendre dans ma gorge, et l'idée me traverse que ce qui m'est arrivé est peut-être en train de s'estomper. Mais ce n'est qu'un clignotement insignifiant dans l'écran de mes pensées. Peut-être que ça s'estompe, mais très bientôt la récupération ne sera plus une option. Toute mon énergie est tournée vers le fait de me faire entendre, et cette fois ils vont m'entendre.
J'en suis sûr. Alors c'est parti pour les Stones. À moins que tu tiennes à ce que j'aille chercher mon CD de Michael Bolton en l'honneur de ta première incision péricardique. Oh pitié, non. Le son sort à nouveau, plus fort cette fois. Pas aussi fort que je l'aurais voulu, mais assez fort, forcément assez fort, pour qu'il puisse m'entendre. Alors, juste au moment où je commence à forcer ce son hors de mon nez comme une matière en train de se solidifier, la pièce se remplit d'un déluge de guitares saturées et de la voix de Mick Jagger qui rebondit sur les murs. « Baissez ça !» dit la docteure, en essayant de se faire comprendre au-dessus de la musique. Et au milieu de ce vacarme, mon propre bourdonnement nasal, ce désespéré petit chant par les narines, n'est pas plus audible qu'un murmure dans une fonderie. Son visage se penche de nouveau au-dessus de moi, et une nouvelle vague d'horreur me submerge, quand je vois qu'elle porte maintenant une visière plexiglas et un masque de gaz sur la bouche. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je vais le déshabiller pour toi, » dit-elle à Peter. Puis elle se penche vers moi, un scalpel scintillant dans une main gantée, se penche vers moi à travers le tonnerre de guitare des Rolling Stones. Je bourdonne désespérément, mais ça ne sert à rien. Je ne m'entends même plus moi-même. Le scalpel hésite, puis tranche. Je hurle dans ma tête. Mais il n'y a pas de douleur, seulement mon polo qui se sépare en 2 morceaux et glisse de chaque côté, comme glissera ma cage thoracique quand Pete, sans le savoir, effectuera sa première incision péricardique sur un patient vivant. On me soulève, ma tête bascule en arrière et l'espace d'un instant je vois Pete à l'envers, en train d'enfiler sa propre visière plexiglas, tandis qu'il se tient près d'un comptoir d'acier, inventoriant un assortiment d'outils absolument terrifiants. Parmi eux, en bonne place, les énormes cisailles. J'en entrevois à peine les lames, brillantes comme du satin impitoyable. Puis on me repose, à plat, et ma chemise a disparu. Je suis nu jusqu'à la taille. Il fait froid dans la pièce. « Regardez ma poitrine. Vous devez bien la voir monter et descendre, même si ma respiration est faible. Vous êtes une putain d'experte, merde !» Alors, tu prends quoi, toi? Boxeur ou slip? Avec un mélange d'horreur et de rage, je comprends de quoi il parle. Boxeur, évidemment. Regarde-le. Connard! J'ai envie de hurler. Tu crois sûrement que tous les types de plus de 40 ans portent des boxeurs? Tu crois sûrement que quand tu as 40 ans, Elle défait le bouton de mon Bermuda et baisse la fermeture éclair. En temps normal, avoir une femme aussi jolie, un peu sévère certes, mais jolie, faire ça m'aurait rendu extrêmement heureux. Aujourd'hui, cependant, perdu. C'est un slip. Allez hop, $1 dans la cagnotte. Le jour de la paye, dit-il en s'approchant. Leurs visages rejoignent le champ de ma vision. Ils me regardent à travers leur visière plexiglas comme 2 extraterrestres penchés sur un enlèvement humain. J'essaie de leur faire voir mes yeux, de leur faire comprendre que je les regarde, mais ces 2 idiots fixent mon sous-vêtement. Oh, et rouge, hein? Une vraie flambeur. Je dirais plutôt rose délavé. Tiens-le pour moi, Peter, il pèse 1 tonne. Pas étonnant qu'il ait fait une crise cardiaque. Que ça te serve de leçon, d'ailleurs. Je suis en forme. Probablement même plus que vous, sombre conne. Mes hanches sont soudainement soulevées par des mains puissantes. Mon dos craque. Le bruit fait bondir mon cœur. Oh! Désolé, mec. Et soudain, j'ai encore plus froid quand on me tire le short et le sous-vêtement vers le bas. Hop là. Et voilà. Mocassins enlevés, chaussettes enlevées. Elle s'interrompit, net, et l'espoir me saisit à nouveau. Hé, Pete, des gens portent vraiment des bermudas et des mocassins pour jouer au golf? Derrière elle, enfin, plutôt tout autour de nous, les Rolling Stones sont passés à Emotional Rescue. I will be your knight in shining, bababa, chante Mick Jagger. Et je me demande comment il danserait le funky chicken avec 3 bâtons de dynamite high-core coincés dans son cul maigre. Franchement, ce type cherchait les ennuis. Je croyais qu'ils avaient des chaussures spéciales, très moches, très spécifiques au golf, avec des petits picots sous la semelle. Oui, mais ils sont pas obligés de les porter. Il joint ses mains gantées au-dessus de mon visage, les fait glisser l'une contre l'autre et plie les doigts en arrière. Les jointures craquent et du talc tombe comme une neige fine. Pas encore, en tout cas. Pas comme les chaussures de bowling.
Tu te fais choper à jouer au bowling sans chaussures spéciales, ils peuvent t'envoyer en prison d'État. Vraiment? Ouais, ouais. Tu veux t'occuper de la température et de l'examen macroscopique? Non! Non, c'est un gamin, qu'est-ce que tu fais? Il la regarde comme si la même pensée venait de lui traverser l'esprit. Ce n'est pas strictement légal, si, Katie? Enfin, je peux dire... Elle regarde autour d'elle, donnant à la pièce un examen burlesque. Et je commençais à ressentir quelque chose de très inquiétant. Sévère ou pas, je crois que Cisco, alias la docteure Katie Harlan, en pince pour Petey et ses yeux bleu foncé. Nom de Dieu. Ils m'ont ramené paralysé du terrain de golf pour me faire jouer dans un épisode d'urgence. Sous intrigue de la semaine, l'amour fleurit dans la salle d'autopsie numéro 4. Je ne vois personne ici, à part toi et moi. Mais la bande, elle ne tourne pas encore. Et quand ce sera le cas, je serai à ton coude à chaque étape, d'après ce que tout le monde saura en tout cas. Et surtout, je le saurai. Je veux juste ranger ces dossiers et ces lames. Après, si tu es vraiment mal à l'aise... Oui, mal à l'aise, très mal à l'aise. Mais il a 24 ans tout au plus. Et qu'est-ce qu'il va dire à cette femme jolie et sévère qui envahit son espace d'une manière qui ne peut signifier qu'une chose? Non, maman, j'ai peur. Et puis il en a envie. Je le vois à travers la visière plexiglas rebondissant là-dedans, comme une bande de punks trop âgés pogotant sur les Stones. Eh bien... tant que tu me couvres, si... Bien sûr. Il faut se mouiller les pieds un jour, Peter, et si tu en as vraiment besoin, je rembobinerai la bande. On peut faire ça? Nous avons beaucoup de secrets dans la salle d'autopsie 4. J'en doute pas. Puis il tend la main hors de mon champ de vision. Quand elle revient, elle tient un micro suspendu au plafond par un câble noir. Le micro ressemble à une lame d'acier. Le voir là rend cette horreur réelle d'une façon nouvelle. Sûrement qu'ils ne vont pas vraiment me découper, si. Pete n'est pas un vétéran, mais il a été formé. Il verra sûrement les marques de ce qui m'a mordu pendant que je cherchais ma balle dans le rough. Et alors ils soupçonneront au moins quelque chose. Ils devront soupçonner. Pourtant, je continue de voir ces cisailles au brillant impitoyable et je continue de me demander si je serai encore vivant quand il sortira mon cœur de ma poitrine et le tiendra un instant devant mon regard verrouillé avant de le déposer dégoulinant dans le plateau de la balance. C'est possible, il me semble. Vraiment possible. Ne dit-on pas que le cerveau peut rester conscient jusqu'à 3 minutes après l'arrêt du cœur? Je suis prêt, docteur. Quelque part, la bande tourne. La procédure d'autopsie a commencé. Allez, retournons cette crêpe. Et je suis retourné avec la même efficacité. Mon bras droit part en l'air, retombe contre le bord de la table, pend dans le vide avec le rebord métallique enfoncé dans le biceps. Ça fait très mal, juste en dessous de l'insupportable, mais je m'en fiche. Je prie pour que ce rebord m'entaille la peau, pour que je saigne, pour qu'il se passe quelque chose que les cadavres ne font pas. Oups, pardon, dit le docteur Harlan. Elle relève mon bras et le repose à mon côté. C'est maintenant mon nez qui accapare toute mon attention. Il est écrasé contre la table et pour la première fois mes poumons envoient un signal de détresse. Une sensation cotonneuse, privée d'air. Ma bouche est fermée, mon nez est partiellement obstrué. Dans quelle mesure je ne saurais dire, je ne sens même pas vraiment que je respire. Et si je pouvais m'asphyxier comme ça? Puis quelque chose se produit qui me fait oublier complètement mon nez. Un objet énorme, on dirait une batte de baseball en verre, est enfoncé, sans ménagement, dans mon rectum. Une fois encore, j'essaie de hurler et ne parviens qu'à produire ce bourdonnement faible et misérable. Température en place. J'ai mis le minuteur. Bonne idée, répond-elle en s'éloignant. Elle lui laisse de l'espace. Elle le laisse essayer. Elle me laisse m'essayer moi. La musique est un peu baissée. Sujet de type caucasien blanc, âgé de 44 ans. Son nom est Howard Randolph Cottrell, domicilié au 1566 Laurel Crest Lane à Derry. À Mary Mead. La docteure Harlan m'informe que le sujet réside en réalité à Mary Mead, qui s'est séparé de Derry en... On s'en fout de la leçon d'histoire, Peter. Bon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont enfoncé dans le cul? Une sorte de thermomètre pour bovins?
S'il était un peu plus long, je crois que je pourrais en goûter l'extrémité. Et on peut pas dire qu'ils aient noyé ça sous le lubrifiant. Et pourquoi l'aurait-il fait? Je suis mort, après tout. Mort? Désolé, docteur. Ces informations proviennent du rapport de l'ambulance, mode d'identification, permis de conduire, du Maine. Médecin ayant constaté le décès, Frank Jennings, sujet déclaré décédé sur les lieux. C'est maintenant à mon nez que je demande de saigner. S'il te plaît, saigne, et pas juste un peu, gicle. Mais il ne saigne pas. La cause du décès pourrait être une crise cardiaque. Une main légère glisse le long de mon dos nu jusqu'à l'arrêt de mes fesses. Je prie pour qu'elle retire le thermomètre, mais non. La colonne vertébrale semble intacte, aucune anomalie attractable. Attractable? Ils me prennent pour une lampe à insectes? Il soulève ma tête, pose ses doigts sur mes pommettes, et je bourdonne désespérément, sachant qu'il ne peut pas m'entendre par-dessus la guitare hurlante de Keith Richards, mais espérant qu'il sente au moins les vibrations dans mes cavités nasales. Il ne les sent pas. À la place, il tourne ma tête de gauche à droite. Aucune blessure au cou apparente, pas de rigidité cadavérique, dit-il. Et j'espère qu'il va me lâcher la tête, la laissant retomber violemment sur la table. Ça ferait saigner mon nez, à moins que je sois vraiment mort, mais il la repose doucement, avec précaution, écrasant de nouveau la pointe et rendant l'asphyxie à nouveau plausible. Aucune blessure visible au dos ou aux fesses, bien qu'il y ait une vieille cicatrice sur le haut de la cuisse droite qui ressemble à une ancienne blessure. Peut-être des éclats d'obus. Elle est vilaine. Elle l'était. Et c'était bien des éclats. La fin de ma guerre. Un obus de mortier tombé dans une zone de ravitaillement. 2 morts, un survivant. Moi, le chanceux. C'est bien pire à l'avant, et dans un endroit plus sensible, mais tout fonctionnait encore. Jusqu'à aujourd'hui. Un quart de pouce plus à gauche, et ils auraient pu me réparer avec une pompe à main et une cartouche de CO2 pour les moments intimes. Il finit par retirer le thermomètre, quel soulagement, et sur le mur, je vois son ombre lever l'objet. 34,5. Pas mal du tout, ce type pourrait presque être vivant, Dr. Harlan. Souviens-toi de l'endroit où ils l'ont trouvé. Terrain de golf, après-midi d'été, une température de 37 degrés ne m'aurait pas surprise. Oui. Tout ça va pas sonner bizarre sur la bande? Oui. Traduction. Est-ce que je vais pas avoir un peu l'air con sur la bande? Ça sonnera comme une situation pédagogique. Et c'est ce que c'est. Ses doigts gantés écartent mes fesses, puis les relâchent et glissent le long de l'arrière de mes cuisses. J'essaie de me contracter, si j'en étais capable. La jambe gauche. La jambe gauche, Peter Boy. La jambe gauche, le mollet gauche. Tu le vois? Il doit le voir. Il le faut. Parce que je le sens, pulsant comme une piqûre d'abeille, ou comme une injection faite par une infirmière maladroite qui pique dans le muscle au lieu de trouver la veine. Le sujet est un excellent exemple de pourquoi c'est une très mauvaise idée de jouer au golf en short, dit-il. Et je me surprends à souhaiter qu'il soit né aveugle. Je vois toutes sortes de piqûres d'insectes, de morsures de chigueurs, d'égratignures. Mike a dit qu'il l'avait trouvé dans le rough. À mon avis, il a fait une crise cardiaque en cherchant sa balle. Continue, Peter. Tu t'en sors très bien. Je trouvais ça extrêmement discutable. Encore des palpations, des pressions, douces, trop douces peut-être. Il y a des piqûres de moustiques sur le mollet gauche qui semblent affectées, dit-il. Et bien que son toucher reste délicat, la douleur est cette fois un énorme battement sourd qui me ferait hurler si j'étais capable de produire autre chose que ce bourdonnement grave. Une pensée me traverse alors. Ma vie dépend peut-être de la durée de la cassette des Rolling Stones, en supposant que ce soit une cassette et non un CD qui passe d'un seul tenant. Si elle se termine avant qu'il ne coupe, si je peux bourdonner assez fort pour qu'ils m'entendent, avant que l'un d'eux ne retourne la bande de l'autre côté, je regarderai peut-être ces piqûres d'insectes après l'autopsie macroscopique. Bien que, si on a raison pour le cœur, il ne devrait pas y en avoir besoin. Où veux-tu que je regarde maintenant? Ces piqûres t'inquiètent? Non, ce sont clairement des piqûres de moustiques. Ils les font gros du côté ouest. Il en a 5, 7, 8, presque une douzaine rien que sur la jambe gauche. Il a oublié son répulsif. Oublier le répulsif passe encore.
Mais là, il a oublié sa digitaline. Ils rient, tous les deux, de l'humour de salle d'autopsie. Cette fois, il me retourne seul, probablement heureux d'utiliser ses muscles de salle de sport, masquant les morsures de serpents et les piqûres de moustiques dans le mouvement, les camouflant. Je fixe de nouveau la rangée de néons. Peter recule hors de mon champ de vision. Un bourdonnement se fait entendre. La table commence à s'incliner, et je sais pourquoi. Quand ils m'ouvriront, les fluides s'écouleront vers le bas dans des points de collecte à la base. Des échantillons en quantité pour le laboratoire de l'État à Augusta, au cas où l'autopsie soulèverait des questions. Je concentre toute ma volonté sur le fait de fermer les yeux pendant qu'ils me regardent, et je n'arrive pas à produire ne serait-ce qu'un frémissement. Tout ce que je voulais, c'était 18 trous de golf un samedi après-midi, et à la place, je suis devenu Blanche-Neige avec des poils sur la poitrine. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ça va faire quand ces cisailles à volaille glisseront dans mon abdomen. Peter a un clipboard à la main, il le consulte, le repose, puis parle dans le micro. Sa voix est beaucoup moins raide maintenant. Il vient de commettre la plus horrible erreur de diagnostic de sa vie, mais il ne le sait pas, et il commence donc à se détendre. Je commence l'autopsie à 17h49 le samedi 20 août 1994. Il soulève mes lèvres, examine mes dents, comme un homme évaluant un cheval, puis il m'ouvre la mâchoire. Bonne coloration, pas de pétéchis sur les joues. La musique est en train de s'éteindre dans les haut-parleurs, et j'entends un clic quand il appuie sur la pédale qui met la bande en pause. Bon sang, ce type pourrait vraiment être encore vivant. Je bourdonne frénétiquement, et au même instant, la docteure Harlan laisse tomber quelque chose qui sonne comme un bassin. Il aimerait bien. Fais attention, Pete. Ces rots post-mortem sont les pires. Il évente l'air devant son visage avec théâtralité, puis reprend son examen. Il effleure à peine mon naine, tout en notant que la cicatrice sur l'arrière de ma cuisse droite se prolonge à l'avant. T'as raté la plus importante. Un peu plus haut que là où tu regardes. Mais c'est pas grave, mon petit go muscu. Par contre, t'as raté le fait que je suis toujours vivant. Et ça, c'est plutôt grave. Il continue de réciter pour le micro, de plus en plus à l'aise. Il commence même à ressembler à Jack Klugman dans Quincy M.E. Et je sais que sa partenaire derrière moi, la Pollyanna de la communauté médicale, ne pense pas une seconde qu'elle devra rembobiner la bande pour cette partie-là. À part le détail que son premier péricardial est vivant, le gamin fait du bon boulot. Je pense que je suis prêt à continuer, docteur. Il y a pourtant une petite hésitation dans sa voix. Elle s'approche, baisse brièvement les yeux vers moi, puis serre l'épaule de Pete. Alors d'accord. On with the show. À présent, j'essaye de tirer la langue. Juste ce simple geste enfantin, plein d'insolence. Mais ce ne serait pas suffisant. Et il me semble sentir un léger picotement au fond des lèvres. Cette sensation qu'on éprouve quand l'effet d'une forte dose de novocaïne commence enfin à se dissiper. Et je sens un frémissement. Non, c'est du désir, de l'illusion. Si, mais ce n'est qu'un frémissement. Et la seconde fois que j'essaye, il ne se passe rien. Pete saisit les cisailles. Les Rolling Stones passent maintenant à Hangfire. Tenez un miroir devant mon nez. Regardez-le se couvrir de buée. Vous ne pouvez pas faire au moins ça. Pete incline les cisailles de façon à ce que la lumière glisse le long des lames. Et pour la première fois, je suis certain, vraiment certain que cette farce macabre va aller jusqu'au bout. Le réalisateur ne va pas figer l'image. L'arbitre n'arrêtera pas le combat au 10e round. On ne va pas faire une pause publicitaire. Peter Boy va enfoncer ses cisailles dans mon ventre pendant que je reste là, impuissant. Puis il va m'ouvrir comme un colis de vente par correspondance du catalogue Orcho. Il regarde la docteure Allen, hésitant. Non. Par pitié, non. Elle hoche la tête. Vas-y. Tu vas très bien t'en sortir. Tu veux couper la musique? Oui, en voilà l'idée qu'elle est bonne. Coupe la musique. Elle te gêne? Oui, elle le gêne. Elle l'a tellement perturbé qu'il pense que son patient est mort. Eh ben, pas de problème. Et elle disparaît de mon champ de vision. Un instant plus tard, Mick et Keith sont réduits au silence. J'essaie de bourdonner et découvre quelque chose d'horrible. Je n'y arrive plus. La peur m'a paralysé davantage encore.
L'effroi a verrouillé mes cordes vocales. Je ne peux que fixer le plafond pendant qu'elle revient près de lui, tous deux penchés au-dessus de moi comme des croque-morts, regardant une fosse ouverte. Merci. Début de l'incision péricardique. Il abaisse les cisailles lentement. Je les vois, puis elles disparaissent de mon champ de vision. Un long instant plus tard, je sens l'acier froid se poser contre mon ventre nu, juste sous le plexus solaire. Il regarde la docteure, plein de doutes. Tu es sûr que tu ne veux pas... Tu veux vraiment faire de ça ta spécialité ou pas, Peter? Si, bien sûr. Mais alors coupe. Il acquiesce. Ses lèvres se durcissent. Je fermerais les yeux si je pouvais. Mais bien sûr, je ne peux même pas faire ça. Je ne peux que me préparer à la douleur qui n'est plus qu'à 1 ou 2 secondes maintenant. Je coupe. Attends une seconde. La pression juste sous mon plexus se relâche légèrement. Il se tourne vers elle, surpris, contrarié même, quoique soulagé que l'instant crucial ait été repoussé. Je sens sa main gantée glisser autour de mon sexe comme si elle allait me faire une sorte de caresse obscène, un rapport protégé avec un mort. Puis elle dit « Tu as raté celle-ci, Peter. » Il se penche et regarde ce qu'elle a découvert. La cicatrice à laine, tout en haut de la cuisse droite, une cuvette lisse et sans pores dans la chair. Sa main tient toujours mon sexe, l'écartant simplement pour dégager la vue. À ses yeux, elle pourrait tout aussi bien soulever un coussin de canapé pour montrer un trésor caché dessous, des pièces, un portefeuille perdu, peut-être la souris à l'herbe à chat qu'on ne retrouvait plus. Mais quelque chose était en train de se produire. Oh. Jésus en fauteuil roulant sur une béquille tirée par un char, quelque chose est en train de se produire. Regardez. Regardez ces fines cicatrices. Ces testicules ont dû enfler presque jusqu'à la taille de pamplemousse. Il a de la chance de n'en avoir perdu aucun. Tu peux le dire, dit-elle, avec ce rire légèrement suggestif. Sa main gantée se relâche, bouge, puis appuie plus fermement pour dégager le champ. Elle est en train de faire par accident ce que dans d'autres circonstances on paierait volontiers 20 ou 30 $ pour le faire exprès. C'est une blessure de guerre, je pense. Passe-moi la loupe, Peter. Mais est-ce que je ne devrais pas... Dans quelques secondes. T'inquiète pas, il va pas s'en aller. Elle était totalement absorbée par sa découverte. Sa main est toujours sur moi, appuyant, et ce qui était en train de se produire continue à se produire. Ou peut-être que je délirais. Je dois délirer, sinon... il le verrait, et elle le sentirait. Elle se penche davantage, et maintenant je ne vois plus que son dos vêtu de vert avec les liens de sa charlotte tombant comme d'étranges nattes. Et maintenant, je sens son souffle là-dessous. Tu as vu cette radiation vers l'extérieur? C'est une blessure par explosion, probablement vieille d'au moins 10 ans. On pourrait vérifier dans son dossier militaire. La porte s'ouvre violemment. Pete pousse un cri de surprise. La docteure Harlan non, mais sa main se crispe involontairement, m'agrippant de nouveau. Et c'est soudain comme une variation infernale du vieux fantasme de l'infirmière perverse. « Ne le découpez pas !» hurle une voix si aiguë et tremblante de peur que j'ai du mal à reconnaître Rusty. « Ne le découpez pas! Il y avait un serpent dans son sac de golf, et il a mordu Mike. » Ils se tournent tous vers lui, les yeux écarquillés et la bouche ouverte. Sa main est toujours crispée sur moi, mais elle n'en a pas conscience, pas plus que Peter Boy ne se rend compte qu'il serre le sein gauche de sa blouse. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a mis à terre. Il va s'en sortir, je crois, mais il parle à peine. Un petit serpent brun, j'en avais jamais vu comme ça de ma vie. Il est passé sous le quai de chargement, il est encore là-dessous, mais c'est pas le plus important. Je crois qu'il a mordu le type qu'on a amené. Docteur, qu'est-ce que vous essayez de faire? Le branler pour le faire revenir à la vie? Elle le regarde hébétée sans comprendre tout de suite, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est en train de tenir un pénis presque en érection. Et tandis qu'elle hurle, arrache les cisailles des mains gantées et molles de Pete, je me surprends à penser de nouveau à cette vieille émission d'Alfred Hitchcock. Pauvre Joseph Cotten. Lui, au moins, n'avait eu qu'une larme à verser. Cela fait 1 an
que j'ai vécu mon expérience dans la salle d'autopsie numéro 4. Et j'ai complètement récupéré, même si la paralysie s'est révélée à la fois tenace et terrifiante. Il a fallu un mois entier avant que je commence à retrouver les mouvements fins de mes doigts et de mes orteils. Je ne peux toujours pas jouer du piano, mais bon, je n'ai jamais su en jouer. C'est une plaisanterie et je ne m'en excuse pas. Durant les 3 premiers mois qui ont suivi mon aventure, je crois que ma capacité à plaisanter a constitué une marge mince mais vitale entre la santé mentale et une sorte d'effondrement nerveux. À moins d'avoir réellement senti la pointe d'une paire de cisailles post-mortem se presser contre votre ventre, vous ne pouvez pas comprendre. Environ 2 semaines après mon quasi-accident, une femme de Dupont Street a appelé la police de Derry pour se plaindre d'une odeur infecte provenant de la maison voisine. Cette maison appartenait à un employé de banque célibataire nommé Walter Kerr. La police a trouvé la maison vide de toute vie humaine. En revanche, ils ont découvert plus de 60 serpents de différentes espèces. Environ la moitié étaient morts de faim et de déshydratation. Mais beaucoup étaient extrêmement vifs et extrêmement dangereux. Plusieurs étaient très rares et l'un appartenait à une espèce que les zoologues consultés croyaient éteinte depuis le milieu du siècle. Kerr ne s'est pas présenté à son travail, à la Derry Community Bank, le 22 août, 2 jours après que j'ai été mordu. Un jour après que l'histoire « Un homme paralysé échappe à une autopsie mortelle » titrait le journal, à un moment on me cita que j'avais été raide de peur, a éclaté dans la presse. Il y avait un serpent pour chaque cage dans la ménagerie du sous-sol de Kerr, sauf une. La cage était vide, n'était pas étiquetée, et le serpent qui est sorti de mon sac de golf n'a jamais été retrouvé. La toxine présente dans mon sang, la même toxine que l'on a retrouvée à un degré bien moindre dans le sang de l'ambulancier Mike Hopper, a été documentée mais jamais identifiée. J'ai regardé un très grand nombre de photos de serpents au cours de l'année écoulée, et j'en ai trouvé au moins un qui aurait causé des cas de paralysie totale chez l'être humain. Il s'agit du boomslang péruvien, une vipère particulièrement dangereuse, supposée éteinte depuis les années 20. Dupont Street se trouve à moins d'1 kilomètre du Derry Municipal Golf Course. La majeure partie du terrain entre les deux consiste en bois broussailleux et en terrain vague. Une dernière note. Cathy Harlan et moi sommes sortis ensemble pendant 4 mois, de novembre 94 à février 95. Nous avons rompu d'un commun accord pour cause d'incompatibilité sexuelle. Il se trouvait que, à moins qu'elle ne porte des gants en caoutchouc, j'étais impuissant. I don't mind. They're just gonna start group stripping because they tend to remove their clothes. That's okay. My chat wants to do that more often. They actually really like the influence of your chat. Oh, okay. Okay. Yeah. Hold on. Yeah, they actually already started group stripping now since Yeah, they heard you say. they're also already group stripping over here too. Did you say you sent me an invite? Oh, I see it. Mm-hmm. Oh yeah, we strip. I have everything here. Okay. Should you try share chat and see how it feels? Yeah. No. Share chat is on. Okay. There we go. Are they all stripping now? This is one of those rare times it's okay to strip in public. Group strip! Group strip! Group strip! Oh yeah! Are you group stripping? No comment. No comment. Alright. Well, hi Lewis chat. Hi, Anishad. Hello. You guys are all together for me now. Like a big friendship group holding hands. Mm-hmm. But all naked. By the way, I have a question. Oh yeah? Because I'm not sure if I could figure this out before. Mm. I don't know if this is cheating asking you, but new mystic skills. Which mystic skills are new? Oh, the one that you turn into the snowman guy, and the one that is the bamboo one. Oh.
Did you unlock that recently? Yeah. I have them. Do you have them? How about this, Better Annie? check your phone. You can just use the old ones. It's okay. Shh. I don't mind. Okay. Shh. It's okay. That's very nice. Okay. I'll use old one. Don't tell anybody. Yes. It's okay. But hey, for people who don't know, there was recently